Bonjour. Alors, déjà, je vais changer d'écran. J'ai pas vraiment de slide, mais j'ai beaucoup de contenu. Vous pourrez récupérer le repository après, c'est sur GitHub. Je m'appelle, donc le titre du slide, c'est Sarah Connor, point d'interrogation. Qui connaît pas Terminator? Il y en a quand même un, mais j'ai de la chance, d'habitude j'utilise Star Trek et en fait je me suis aperçu au bout d'un moment que les générations en dessous de moi connaissent plus Star Trek, donc ils ne comprenaient pas de quoi je parlais. Alors j'ai essayé de trouver quelque chose de plus connu. Je m'appelle Philippe Charrière, je suis solution architecte chez Docker. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez utiliser ce handle Twitter, ça se prononce Kigorg, et vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous parler de Generative AI, ou d'IA générative, je ne sais plus comment on dit. C'est essentiellement des espèces de réseaux de neurones. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, donc des fois sur le vocabulaire, je peux me tromper. S'il y a des puristes dans la salle, vous me le dites, mais après la conf, on en reparle et je corrigerai mes documents. Donc, c'est des espèces de réseaux de neurones, comme les LLM, Large Language Model, qui font de la génération de contenu. Cette génération de contenu, ça peut être de l'image, du son et du texte. Moi, ce qui m'intéresse essentiellement aujourd'hui, c'est la génération de texte. Le reste, ça ne m'intéresse pas trop. Si je veux faire des images, je vais utiliser Grok ou ChatGPT ou autre, et ça marche bien. Petit sondage, qui connaît Olama? Ah ouais, quand même pas mal. Bon, qui l'utilise sur sa machine perso? Moins, ça veut dire que vous n'avez pas de GPU. Qui a un Mac? M1, M2, M3? Ok. Bon, ben ça m'arrange, du coup, je peux continuer la presse. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de remplacement de leur job par l'IA. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut juste apprendre à s'en servir. Et franchement, ça ne me fait pas peur. J'ai un peu plus peur de l'intelligence des humains, parce qu'ils font un peu n'importe quoi avec. De la concentration des acteurs aussi, de la consommation énergétique. Alors là, j'ai un peu une sorte de, comment on dit, dissonance cognitive. Parce que je dis, ouais, les gros modèles, ça consomme de l'énergie, on crame des arbres, tout ça, mais je les utilise quand même, donc, et j'aime ça. Mais on peut, dans certains cas, utiliser des trucs plus petits et moins coûteux. Donc je pense que les deux peuvent cohabiter ensemble. Il y a des problèmes de confidentialité aussi. C'est les modèles que vous utilisez à l'extérieur. Vous allez copier, coller des tonnes de données pour faire des résumés de meetings, de choses comme ça. Au bout d'un moment, si c'est réutilisé, quelqu'un peut retrouver vos données. Dans certains cas, vous aurez besoin d'exécuter des LLM en mode privé. Un petit truc qui m'embête, c'est la dépendance aussi. Qui utilise ChatGPT ou similaire? Ouais, déjà pas mal. Qui a du mal à s'en passer? Ah, il y en a qui sont honnêtes, c'est bien. Je me suis payé un abonnement perso à Cloud AI, qui est super bien sur les parties techniques. Et j'ai codé avec pendant 2 semaines. Alors pas à l'intérieur de mon IDE, hein, je lui posais des questions et puis après je réutilisais ce qu'il me donnait. Et la 3e semaine, j'ai voulu coder un truc et j'ai eu la flemme en fait. J'ai demandé à Cloud AI de le faire pour moi alors que c'était un truc tout con. Et là, je me suis fait peur. Donc je développe une espèce de dépendance à ça. Si on parle, alors à chaque fois qu'on parle de remplacement des gens par l'IA ou de la prise de contrôle, ça me fait penser justement à Terminator, notamment le Terminator 3. Le soulèvement des machines. Et donc, je me dis, il faudrait peut-être qu'on apprenne quand même à bien utiliser l'IA, à maîtriser, à comprendre comment ça fonctionne. Alors, Terminator, j'avais fait un résumé de ce que c'était du Terminator 1 pour expliquer Sarah Connor, le Terminator qui revient pour la tuer, pour qu'elle n'ait pas son fils qui est dans le futur, qui a envoyé Kyle Reese pour la sauver. Enfin, mais a priori, vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il y aura ce petit readme où j'ai fait un joli petit schéma Mermed qui explique ce que c'est. Parce que pour ma présentation avec Star Trek, j'étais obligé de faire toute la chronologie de tous les Star Trek et sur un slide, c'est super compliqué. Les objectifs de cette presse. Donc, ça serait reprenons le contrôle de l'IA, c'est-à-dire apprenons à savoir comment ça marche et éviter justement le soulèvement des machines. Moi, je me suis dit, alors, c'était un peu ambitieux pour une presse, mais j'ai quand même fait pas mal de trucs dessus. Je vais construire un bot Sarah Connor qui va m'aider à contrer Skynet
pour comprendre, pour deviner si la personne avec qui elle discute, c'est un Terminator. Et puis, comme ça, je vais construire des trucs qui m'apprendront à être moins dépendant d'autres IA plus complexes, comme Skynet, par exemple. Alors, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. On va avoir un bot, et vous pourrez récupérer le code et l'utiliser pour d'autres choses que Terminator. L'objectif, c'était aussi de démontrer que vous n'avez pas besoin de GPU pour faire de la générative AI et utiliser des LLM. Mes démos, si tout se passe bien, vont tourner sur ce Raspberry Pi. C'est un 5 avec 8 Go de RAM. J'ai fait des tests avec un 4, alors pas des tests poussés, et 8 Go de RAM, ça peut marcher aussi. Par contre, j'utilise des petits LLM, des bébés LLM. Alors, je dis Small Language Model ou Tiny Model ou Tiny Language Model, je ne sais plus. Le LLM, je vous ai déjà dit ce que c'était. Enfin, c'est un réseau de neurones qui est destiné à faire de la génération de texte. Ma dissonance cognitive, je vous en ai parlé juste avant, donc je ne vais pas en reparler. On parle un petit peu des petits langages, des petits LLM. Je vais utiliser un LLM qui s'appelle Qwen, donc la version 2.5. Je vais utiliser le 0.5b, donc il est tout petit, il fait moins de 400 MB et il tourne correctement sur un Pi. Son grand frère tourne plutôt pas mal aussi. Par contre, il va falloir que je l'aide beaucoup parce que Qwen, c'est un bébé. D'autres diraient qu'il est un peu con comme ses pieds quand même, mais il faut l'aider. Je vais faire une démo aussi avec du RAG. Je vais vous expliquer ce que c'est le RAG après, mais il existe des modèles qui tournent sur un Pi. Et je vais utiliser le MXBAI Embedded Large. Alors, je ne sais pas comment on le prononce. Il y en a des encore plus petits. Mais là, j'avais besoin d'un modèle qui fasse du RAG de manière un peu plus précise que celui qui fait 45 MB. Je vous ai mis les liens à chaque fois vers les ressources. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, et je maintiens une liste des petits modèles qui peuvent tourner sur un Pi, donc je vous ai mis les liens aussi. Ollama, a priori, vous étiez beaucoup à déjà connaître, donc je vais l'expliquer aux autres très rapidement. C'est un exécutable qui existe sous Windows, Linux et Mac, qui permet d'exécuter des LLM. C'est open source, vous avez à la fois une CLI et une API REST. Enfin, Ollama fonctionne en mode serveur et vous pouvez lui balancer des requêtes de type curl pour envoyer des questions à des LLM. Et il y a toute une liste de LLM sur le hub Ollama. Les outils que j'ai utilisés pour faire cette présentation. Au départ, quand j'ai proposé l'abstract, j'avais dit ouais, je vais faire ça avec LangChain, JS ou Go ou Java, je ne sais pas encore. Et en fait, au bout d'un moment, vous faites des trucs compliqués quand vous avez des besoins simples. Donc, je me suis dit, pour expliquer comment ça fonctionne, je vais partir un peu from scratch. Il se trouve qu'Ollama a un SDK JavaScript et un SDK Python, qui sont très bien si vous voulez utiliser uniquement Ollama. Alors, Ollama, maintenant, propose des endpoints qui sont compatibles OpenAI. Si vous faites de vraies applications d'IA complexes avec différents fournisseurs de modèles, et que vous voulez utiliser je vais y arriver, du Gemini ou du OpenAI, enfin du ChatGPT, utilisez LangChain parce que vous aurez toutes les abstractions. Donc, il y a une grosse communauté, notamment sur la version LangChain 4J. Si vous êtes allergique au Python, par exemple, allez sur LangChain 4J. Mais moi, je vais rester juste avec Ollama et du Go. Ollama est codé en Go. Donc, en fait, l'API, elle est déjà accessible. Vous importez juste la bibliothèque Ollama et vous avez ce qu'il faut pour faire des applis GenAI avec Ollama. Donc, la naissance de Sarah Connor, ça va être vos premiers pas en GenAI. Il faut savoir qu'un LLM, ça fait toujours du soft bullshit. C'est-à-dire qu'un LLM, il ne va pas vous mentir, il ne sait pas qui ment. Mais par contre, il va vouloir toujours vous répondre quelque chose. Et des fois, il répond n'importe quoi. Donc, il faut en être conscient. Et plus le modèle est petit, plus le risque d'avoir du n'importe quoi est grand. Donc, il faut l'aider en lui faisant des prompts, en lui passant des messages qui vont un peu le canaliser. Le principe d'un prompt, c'est en fait, alors c'est surtout le code qui est intéressant. Je voulais faire le malin avec mes diagrammes Mermed, mais le code est suffisamment simple. Vous envoyez au LLM via Ollama un message système avec des instructions. Je dis message système, c'est pour ça que vous précisez que c'est un message pour le système. Et votre question, ce sera un message de type user. Et vous balancez ça à Ollama avec son API et il va se débrouiller et il va vous renvoyer une réponse. Donc, pour construire une requête, alors il y a deux types de requêtes. Non, il y en a plus que ça.
Moi, je vais utiliser essentiellement la requête de type chat. Vous avez une requête qui s'appelle generate, qui est toute simple, mais vous pouvez lui balancer, pas une liste de messages, vous pouvez lui balancer qu'un seul message. Avec Ollama, pour lui faire la requête, vous lui précisez le modèle, la liste de messages, des options pour essayer de le tuner, quoi, pour, les modèles, souvent, surtout les petits, partent en boucle, donc pour essayer d'éviter qu'ils partent en boucle, justement. Et comme ça, avec ça, vous allez pouvoir envoyer, votre application, en fait, va pouvoir construire le prompt, envoyer ce message à Ollama, qui va envoyer la requête au modèle et qui va streamer la requête à votre application et vous allez afficher la réponse. Donc c'est tout simple. Alors, on va regarder un peu de code. Qu'est-ce que je fais de beau là-bas? Est-ce que c'est lisible? Au fond aussi? Ok, merci. Donc, le plus important, c'est de créer un client pour se connecter à Ollama. Je prépare une string pour lui donner quelques instructions. Donc là, je reste simple et je lui dis t'es un agent EI. Les parties UI input, c'est juste pour poser des questions et boucler. Ça, c'est du code que j'ai fait à part, mais tout le code est disponible. Et ça va boucler, je vais pouvoir poser des questions au message, au bot, enfin à Ollama. Je lui crée la liste de messages, je lui crée la requête, donc j'utilise donc mon modèle que j'ai dû définir dans une variable d'environnement. On va vérifier que j'ai bien, ouais, c'est du Qwen. Bob, c'est mon Raspberry Pi. Hop. Ah, mais je suis pas en... Je pense que je peux faire encore mieux pour la visualisation, excusez-moi. Non, ça change rien, c'est bizarre. Bon, peu importe. J'en étais où? J'en étais dans le code. Donc, je lui pose la question, je crée la requête, je balance la requête, et ici, enfin, je crée plutôt une fonction qui va être appelée à chaque fois que le client va renvoyer un bout de message. Il me stream le message, en fait. Donc, à chaque fois qu'il va m'envoyer quelque chose, je vais l'afficher dans la console. Et ben, je vais le lancer une première fois. Si je voulais vous prouver quand même que j'étais bien sur un Raspberry Pi, hop, là, où est-ce que c'est marqué? Voilà. Donc je suis sur un Pi 5. Par contre, 8 Go c'est bien. Avec 4 Go ça marchera, mais bon, ça va être un peu rude. Donc, on a dit qu'on allait lancer la bête. Donc, par contre, je peux lui demander, qui es-tu? Alors, mon modèle ne parle pas français. Enfin, un peu, mais super mal. Donc, il faut rester en anglais. Je vais essayer de parler anglais en même temps, mais j'ai un anglais qui est un peu déplorable. Alors, la première fois, surtout sur un Pi 5, faut qu'il démarre. Donc, là, il peut avoir un petit peu de mal. Si je lance ça, vous voyez, il est déjà à 100%. Mais il a quand même répondu. Donc il dit, je suis une intelligence artificielle développée par Alibaba Cloud. Alors c'est bizarre parce que par exemple, là, les 2 dernières fois où j'ai fait un test, il me disait qu'il s'appelait Cloud AI et qu'il avait été développé avec Anthropic. À se dire, est-ce que les Chinois n'auraient pas repompé quelques trucs? C'était un peu étrange. Donc si je lui demande qui est Sarah Connor, les modèles viennent avec déjà des données, donc dans certains cas, ils connaissent quand même. Si je lui demande qui est Sarah Connor, il me dit que Sarah Connor a été jouée par Jane Fonda, déjà, c'est mort. Donc, je peux lui demander qui est John Connor pour toi. Je ne suis pas sûr que ça passera. Je n'ai pas accès à ces informations personnelles. Voilà, donc il ne connaît pas grand-chose. Par contre, vous avez vu, le temps de réponse est plutôt pas mal quand même pour un simple Raspberry Pi. Je peux tenter le... Qu'est-ce que c'est Skynet? Hop. Ouais, il ne connaît même pas Skynet. Donc, alors si je redemande 10 fois, peut-être qu'à un moment donné, il me dira « Ah mais si, ouais, en fait, je connais... Donc du coup, on va essayer de faire évoluer Sarah Connor, là c'est un bébé, et de lui donner un peu plus d'informations. Donc je passe dans
ce répertoire, est-ce que je dois montrer... Ouais, excusez-moi, c'est mes progressifs qui me posent problème. Donc, on va essayer de donner une personnalité à Sarah Connor. Voire même, j'avais essayé de faire qu'elle me parle à la première personne, ça, j'y suis pas encore arrivé. On a vu qu'on pouvait passer une liste de messages au modèle. Donc là, je vais lui passer des instructions. Puis je vais lui passer encore d'autres instructions, mais que j'appelle moi sa personnalité, où je vais lui donner des informations en lui disant « j'aimerais bien que tu réagisses de telle ou telle manière ». Et après, je pourrais lui poser des questions. On peut passer des paramètres au modèle pour essayer un peu de le canaliser. Donc par exemple, il y a top K et top P permettent de faire que le modèle soit un peu plus focus sur ce qu'on lui demande. Parce que moi, je vais lui dire, je te donne des informations, mais pour répondre, tu ne te sers que de mes informations et pas des trucs que tu as. Je ne veux pas que tu me dises que c'est Jane Fonda qui fait Sarah Connor dans Terminator, c'est con, quoi. Donc j'ai fait plusieurs versions, je ne vous fais pas toutes les versions d'évolution de cette partie-là, parce qu'on n'a pas le temps et que en plus je suis très pipelette, mais on va aller voir un peu de code. Donc, cette fois-ci, c'est quasiment le même code, mais je vais lui charger via des fichiers texte les instructions, la personnalité, les settings, donc le top K, top P par exemple. Et après, c'est exactement le même code que tout à l'heure. Je lui passe les messages et je boucle pour poser des questions. Si on va regarder les données que j'ai mises, donc l'environnement, c'est toujours le même modèle. Les instructions, je lui ai dit, tu es Sarah Connor et tu vas utiliser le contenu de personnalité que je t'ai mis en dessous pour répondre aux questions. Et sa personnalité, c'est une suite de questions-réponses. En fait, selon les modèles, vous pourriez mettre pas juste des informations et les structurer, mais selon les modèles, si vous leur mettez des questions-réponses comme ça, ils arrivent un peu plus à se concentrer dessus. Pas tous, hein, il y en a, ils n'en ont rien à cogner et vous pouvez rien faire avec. Mais bon. Donc là, qu'est-ce que je lui dis aussi? Je lui donne des exemples de ce qu'elle pourrait répondre. J'ai fait des instructions pour qu'elle parle à la première personne. Ça marche un petit peu moins bien, mais je ne désespère pas d'y arriver. Alors, on va le lancer. Ça, j'ai des... On va refaire. Hop, ça, on va aller ici. J'ai dit qu'on allait le lancer. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps quand je vais lui poser la première question, parce qu'il faut qu'il ingurgite tout le texte que je lui ai donné avant. Et il est tout petit, et le pi, il n'a pas non plus énormément de mémoire. Donc là, je lui ai dit le repeat, last, n, et le température, c'est pour éviter qu'il boucle trop. Le température à 0, c'est pour éviter qu'il fasse de la poésie, par exemple. Un modèle, si vous lui mettez du 0,8, par exemple, il va se lâcher, il va vous raconter sa vie. Là, j'aimerais bien qu'il se concentre. Non, mais vous rigolez, mais c'est vrai, quoi. Donc, alors, je l'ai lancé, je vais lui demander, qui es-tu? Hop, déjà. Alors là, c'est là, il faut être un peu patient. J'avais prévu d'essayer de chanter, mais je chante trop faux, donc on va attendre un petit peu. Par contre, une fois qu'il s'est lancé, il met ça on va dire en cache, et après, ça va beaucoup plus vite, normalement. Alors, on va vérifier s'il est en train de... Là, il est à fond, hein. Il est... Et pareil, n'oubliez pas, c'est qu'un pi. Ah, ça y est, vous voyez. Alors, il me dit, je suis Sarah Connor. Ah, cette fois-ci, elle parle à la première personne, c'est bien. Survivante d'un monde constamment menacé, etc., etc. Donc, c'est un peu mieux que tout à l'heure, d'ailleurs. Je pourrais lui dire, parle-moi un peu plus de toi. Elle me dit à peu près la même chose. Mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'en fait, elle utilise le contenu que je lui ai donné. Je ne vais pas vous refaire lire tout le texte, mais je vais lui demander quelle est sa pâtisserie préférée. Ouais, est-ce que vous savez quelle est la pâtisserie préférée de Sarah Connor? On va voir. C'est la chocolatine. Ok, ça a marché. Donc c'était le clou du spectacle. Je peux lui demander qui est John Connor. Donc elle me dit que John Connor... Alors là, elle reparle. Elle dit John Connor est le fils de Sarah Connor. J'aurais bien aimé qu'elle me dise c'est mon fils, mais bon. Et si je lui dis qui est-il pour toi? Normalement, elle part en cacahuète. Elle me redit qu'elle est Sarah Connor. Elle ne sait pas qui c'est. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a aucune connaissance. Je dis elle, je fais un peu d'anthropomorphisme, je ne peux pas m'en empêcher, mais elle n'a aucune connaissance de la question précédente. Donc du coup, elle me dit, je ne sais pas de quoi tu me parles, t'es con.
Skynet, je ne sais plus si je lui ai mis dans le texte que c'était que Skynet, on va voir. Si, alors j'avais dû le mettre, donc elle sait me dire ce que c'est que Skynet. Est-ce qu'elle est capable de me dire la liste des modèles de Terminator? Normalement, je ne lui ai pas donné. Donc elle me dit, je ne peux pas. Je suis désolé, ça va pas être possible. Donc il va falloir... Alors déjà, j'aimerais bien régler son petit problème de mémoire. Donc pour la mémoire, c'est très simple. On va aller dans la V3. Hop. Est-ce que je vous ai mis des readme à lire dedans? Oui. Donc rajouter de la mémoire à Sarah Connor. J'espère que vous appréciez mes images. J'ai passé énormément de temps à les générer. Le plus dur, c'est d'arriver à récupérer des images, mais qui soient Code of Conduct compliant, parce que c'est pareil, les modèles qui génèrent des images, ils sont un peu, des fois, borderline. Là, cette fois-ci, j'utilise la même chose, sauf que je vais créer à part un tableau de messages, et à chaque fois que je vais rajouter une question et que le modèle va me répondre, je vais ajouter le message de l'utilisateur et la réponse de l'IA, donc c'est un message de type assistant, dans ce tableau-là, que je mergerai à la liste des messages que je vais renvoyer à la seconde question. Et du coup, là, elle pourra normalement me répondre de manière un peu plus intelligente, on va dire. On va essayer. Donc pareil, il va falloir qu'on attende un petit peu. Sauf si j'étais assez rapide, on va voir. Donc, où is John Connor? Hop. Bon, ça, c'est bon. Alors, par contre, si je lui demande, mais quel est son but principal? Dans la version précédente, elle n'aurait pas été capable de répondre parce qu'elle ne sait pas qui c'est is. J'espère que cette fois-ci, elle va le savoir. Voilà, donc elle est capable de comprendre que je lui parlais de John Connor sans renommer John Connor. Par contre, sur la liste des modèles, je ne lui ai rien donné de plus, c'est toujours les mêmes instructions. Normalement, elle n'est toujours pas capable de me donner la liste des modèles de Terminator. Voilà. Mais au moins, j'ai ma mémoire qui marche. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc maintenant, j'aimerais bien qu'elle puisse me donner des informations sur les Terminators. C'est le but, en fait, de mon bot, c'est que si on a un soulèvement des machines, j'aurais besoin de quelqu'un pour m'aider à survivre dans ce monde difficile. Donc, je vais lui donner plus d'infos. Alors, on va aller... On va ajouter des infos donc, sur les séries de Terminator. Pour ça, je vais afficher, il va y avoir un chronomètre, parce que c'est super long la première fois, c'est encore plus long que ce que je vous ai montré. Comment j'ai géré ça? Ah non, oui, les instructions. Alors les instructions, je lui dis, pareil, tu es Sarah Connor, il faut que tu utilises la personnalité que je vais te donner, enfin le contenu que je vais te donner, et si tu as besoin d'informations à propos des Terminators, tu ne te réfères seulement au contenu Terminator Data, que j'ai dû mettre. Donc ça, c'est la personnalité, c'est la même que tout à l'heure. Et je rajoute Terminator Data. Donc il y a des séries, les caractéristiques des Terminators, avec leurs forces, leurs faiblesses et tout ça. Donc voilà, il y a un peu de contenu. Et je vais lui faire ingurgiter ça. Donc, et je vais pouvoir lui poser quelques petites questions. Je retourne, donc cette fois-ci, c'est la version 4. Hop. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je dois avoir à peu près les mêmes réglages. Le repeat penalty, c'est pareil, c'est pour éviter qu'il boucle. Et là, il commençait à partir en vrille. Donc, j'ai tenté ce réglage-là, ça a l'air de pas mal marcher. Donc, je veux lui demander... Alors, je vais lui redemander qui elle est pour être sûr que ça fonctionne. Il y en a pour 1 minute, je pense. Si vous avez des questions, vous pouvez en poser maintenant, hein, n'hésitez pas. C'est le petit problème. C'est parce que ça lui fait beaucoup de choses à emmagasiner. Il y a un gars qui s'appelle Matt Williams, qui est un ancien de l'équipe Olama, qui a publié une vidéo cette semaine et qui parle de cette problématique de taille, de contexte et tout ça. N'hésitez pas à regarder ces vidéos. J'ai mis un lien vers sa chaîne YouTube à la fin. Il est super intéressant, très didactique et si vous voulez apprendre à vous servir de Lama, le mec est super, super bien. Si vous n'êtes pas fluent en anglais, c'est pas grave, il a un anglais qui est génial. À un moment donné, vous oubliez même qu'il parle en anglais tellement il articule correctement. Donc je vous engage à l'écouter, ce mec est très très bien. Il aurait fallu que je trouve plus de choses à dire pour tenir jusqu'aux 60 secondes. Hein?
Pourquoi j'ai mis le top K à 10? Je ne sais plus. Mais vous voyez, ouais, j'avais dit 60 secondes. Donc le top K à 10, c'était pour qu'il se concentre sur le... Mais il faut que je vérifie les réglages parce que je discutais avec Stéphane Philibard d'OVH. On n'avait pas les mêmes idées sur la valeur de ce truc-là. Mais il me semble que c'est toi, Guillaume, qui a fait un lien ou fait un article sur ces trucs de température. Donc il faut aller lire l'article de Guillaume et moi, il faut que je le relise. Donc, elle sait qui elle est. Ça, c'est super. Ben, je vais lui demander quelles sont les caractéristiques d'un rêve neuf. Et on va voir. Ça devait prendre un petit peu moins de temps. 3 secondes, c'est pas mal. Donc, je vais lui dire quelles sont toutes les caractéristiques. Bon, elle n'a pas envie de me parler plus que ça. J'avais mis dans les comment ça s'appelle, les data déterminators, j'avais mis les petites phrases qu'ils ont dans les films, ce qui permettra plus tard, dans la version que je n'ai pas encore du bot, de lui permettre de détecter qu'une personne est un Terminator ou pas. Donc, je vais lui demander, c'est fait un relevé, quelle est la catchphrase du T800. Donc le T800, normalement, c'est le premier Terminator. Hein. C'est la première fois où on voit apparaître Schwarzenegger, merci, dans le Terminator 1. Et le T1000, c'est celui qui est tout liquide. Donc, voyons voir. Est-ce qu'elle arrive à me répondre? Voilà, I'll be back. Alors, normalement, il en a plus que ça. Elles sont où? Celle du T800? Ah oui, vous avez raison. Give me all the catch. On va voir. Des fois, ça marche. Là, je l'ai un peu perturbé. Beaucoup perturbé. Ouais, toutes les démos ne pouvaient pas marcher. Mais j'en ai d'autres après. Hein. C'est rude. Bon, on lui redemandera dans la suite. Alors, j'espère que je ne l'ai pas fait partir en sucette. On va voir. Ce serait un échec. Ah, si, elle y arrive. Bon, là, par contre, elle a déliré. Ouais, les petits modèles, hein, vous avez beau essayer de les canaliser, c'est pas... Mais bon, ça commence à marcher. Par contre, le truc qui me gêne, c'est ce 1 minute de démarrage. Même sachant que c'est sur un pi, ça me perturbe, j'ai pas aimé. Donc, j'ai essayé de faire autrement. Alors, on va passer à la version avec du RAG. Alors, RAG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire que vous prenez de la doc, vous la découpez en morceaux, vous mettez ça dans une base de données, en général c'est dans une base de données vectorielle, et à chaque fois que vous prenez un morceau, que vous le mettez dans cette base de données, vous demandez à un autre modèle ou à un autre outil de calculer ce qu'on appelle des embeddings, donc c'est une représentation vectorielle de la signification sémantique du morceau du document. Vous avez compris ? Voilà. Bon, en fait, vous prenez des petits morceaux du document et le but après, c'est d'arriver à retrouver les morceaux de document qui correspondent le plus à votre recherche. Je dois l'expliquer quelque part. Mais du coup, ça va me permettre de charger moins de données au démarrage, en fait. Je ne vais pas lui charger toute la liste des Terminators, je ne vais pas lui charger. Je chargerai à la demande que les trucs dont j'ai besoin. Bon, j'avais fait un petit schéma des embeddings. Le but, c'est de rechercher le... Où est-ce que je l'ai mis ? Bon, peu importe, le but c'est de retrouver de calculer les distances entre les différents vecteurs pour retrouver les éléments qui se rapprochent les uns des autres. Donc pour faire du RAG, hop, je vais faire ça. On va augmenter un petit peu. Hop. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le principe c'est, je prends mon doc, je le découpe en morceaux. J'appelle un modèle qui est fait pour calculer des embeddings, pour calculer du vecteur. Donc je lui balance le morceau. Et Ollama et le modèle vont me renvoyer une liste de données numériques à enregistrer. Et je vais aller mettre dans une base de données vectorielle la valeur du chunk, donc le morceau de document, plus les embeddings.
Et après, mon application, donc mon bot en l'occurrence, mon application de GenAI, elle va poser une question, mais avant de l'envoyer au modèle de chat, à Qwen 2.5, elle va l'envoyer au modèle d'embedding, qui va calculer les vecteurs de cette question, et après rechercher dans la base tous les petits morceaux de documents qui ressemblent à cette question. Et du coup, avec ces morceaux de documents, je vais créer un prompt, donc une liste de messages que je vais envoyer à Ollama. Mais du coup, je ne vais pas envoyer, par exemple, si je pose une question sur le T800, je ne vais pas envoyer toute la liste des Terminator, je vais envoyer juste ce qui concerne le T800. Et normalement, ça doit aider un petit peu au chargement. Pour calculer les distances entre les vecteurs, moi j'ai utilisé ce qu'on appelle la distance cosine, mais il y a d'autres méthodes pour le faire. Et puis souvent, les bases de données vectorielles ou les frameworks comme LangChain vous proposent ces fonctionnalités. Vous n'avez pas à vous embêter. Moi, j'ai demandé à Cloud AI, en fait, de me faire le code pour calculer la distance cosine. Ça a marché, donc j'ai gardé. On va aller voir un petit peu à quoi ressemble le code cette fois-ci. J'ai un premier code. Alors, je vais utiliser les fonctions de test de Go pour juste générer les embeddings. Donc, je vais utiliser mon modèle embedding. Donc, normalement, j'utilise. Où est-ce que je l'ai foutu? Où est mon fichier env? Hop, ici. Donc, j'utilise MXBAI embed large. On va retourner dans le code. Donc, une fois que j'ai mes données, je vais les chunker. Alors, là, vous avez des libs qui permettent de faire du chunk en fonction des titres dans du Markdown, par exemple. Moi, là, j'ai été un petit peu feignasse. Si je vais dans le code Markdown, je lui ai mis un tag split. Donc, en fait, mon code, il va faire un chunk, il va découper le document à chaque fois qu'il rencontrera split. Parce que je sais que, en fait, c'est ces morceaux-là dont j'ai besoin. Vous remarquerez que, par exemple, à chaque fois qu'il y a keyFeature, je reprends le code, enfin le nom de la série du Terminator. Ça permet en fait au modèle d'aller, quand vous faites la recherche et les calculs d'embedding, ça permet au modèle de retrouver ses billes, en fait, on va dire. J'en étais où? J'en étais toujours dans le calcul des embeddings. Donc, ma base de données vectorielle, c'est juste en fait une map de record en mémoire. Je n'ai pas utilisé de choses qui existent et dans mon record, il y a juste un ID, la valeur du prompt, le tableau de vecteurs, et puis après la valeur de la distance calculée. Comme ça, je peux lui dire, donne-moi juste les deux éléments que tu as trouvés qui sont les plus proches, par exemple. On retourne sur le truc. Donc, je chunk mon document, et après, donc sur les splits, pour chaque chunk, je vais créer une requête de type embedding. Donc ça, c'est l'API d'Ollama. Je vais l'envoyer à Ollama. Je vais récupérer le résultat que je vais aller sauver en mémoire dans ma liste de vecteurs. Et après, je vais sauvegarder tout ça dans un fichier JSON que je vais réutiliser dans l'application suivante. Donc on va juste lancer le calcul d'embedding qui se passe donc toujours sur le pi. Donc cette fois-ci, je fais un go test. Donc là, vous voyez, il prend le premier chunk, il demande, alors ça doit tourner un petit peu, pas tant que ça, si un peu, voilà, et il lui demande de calculer les vecteurs. Vous voyez les vecteurs, il les a calculés. Bon, c'est plutôt rapide. Après, c'est des petits chunks, donc c'est pas non plus violent. Je ne sais plus combien là, 25, je crois. Bon, dans 10 secondes, ça devrait être bon. Il me reste combien de temps? Tant que je veux? Ok. 15 minutes? Bon, alors je suis largement bon. Il va falloir poser plein de questions, par contre. Peut-être j'ai été trop... Ah ouais, je suis un peu moins bon. Bon, il a calculé les éléments du RAG. Du coup, mon programme, à quoi il ressemble? Mon programme de chat, cette fois-ci, c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. Alors, quelque part, je pense que je charge ma base de données à partir du fichier JSON. Et quand je pose... Où est-ce que je fais ça? Voilà, je fais ici. Et sinon, alors, je continue à poser une question, mais cette fois-ci, quand j'ai posé ma question, avant de l'envoyer au modèle, le LLM de chat, je l'envoie au LLM de calcul d'embedding. Je fais une requête de type embedding,
je récupère la liste de vecteurs qui correspondent à ma question, et je lui dis, tu me cherches les similarités, tu me prends les 2 résultats les plus proches de ma question dans ma base de données. Le code, hein, c'est juste, j'ai utilisé le calcul de distance cosine que j'ai codé un peu plus haut dans, je ne sais plus où. Bon, peu importe, il est dans le. Normalement, il est quelque part. Bah, il est là, il est cosine. Vous voyez, le code, il casse pas 3 pattes à un canard, il est tout simple. Je vous laisserai regarder. On retourne donc sur le truc. Une fois que j'ai les similarités, je garde les 2 premières. Je pourrais garder que la première, mais j'en garde 2. Je crée une nouvelle string que je fais commencer par contexte et que je fais terminer par /contexte. Ce n'est pas obligé, mais certains modèles, ça leur permet d'être un peu plus focus et de comprendre que c'est du contexte et qu'il faut qu'ils l'utilisent. Et je copie les 2 plus grosses similarités que j'ai trouvées dans le résultat de recherche, de similarité. Je construis mon message cette fois-ci avec toujours les instructions système, la personnalité de Sarah Connor et les datas du Terminator. Si vous vous rappelez, c'était, je lui disais, instruction, voilà, d'utiliser les Terminators data. Et on va voir si ça va un poil plus vite. Hop. Yeah. Donc là, je vais lui poser les mêmes questions que tout à l'heure. Normalement, je dois aller 2 fois plus vite à peu près. Alors ça reste 30 secondes, mais on est sur un pi. Alors vous voyez que là, il a trouvé dans les chunks quelque chose qui n'a rien à voir avec Sarah Connor, mais il me l'a mis quand même parce qu'il y a Connor dans le bout du texte. C'est pour ça qu'il l'a retrouvé. Mais normalement, elle devrait arriver à se débrouiller avec ça. Allez, on dit qu'à 30, normalement, c'est bon. À 25, j'ai encore fait mieux. Donc, elle sait qu'elle est Sarah Connor. Bon, tout va bien. Alors, cette fois-ci, je vais lui demander des choses sur les Terminators, comme tout à l'heure. Donc là, il a bien vu qu'il fallait qu'il cherche des choses par rapport au ref 9. Et ça prend que 6 secondes, en fait, avant de se mettre à répondre. Et il me donne les informations. Il me donne exactement ce qu'il y avait dans le texte. On va voir si j'ai un peu plus de chance sur les catch-phrases que tout à l'heure. Donc pareil, il a bien trouvé. Ah, il trouvait le T800 et le T1000. Donc peut-être que... On va voir. I am the Terminator. So, alors, give me all the catch. Bon. Pour le soulèvement des machines, je pense qu'on a encore de la marge. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis avant un moment. J'avais 5 minutes, donc il doit me rester 3 minutes. Donc j'avais une autre... il reste 5 minutes encore. Bon, alors je vais plutôt aller à la conclusion. J'avais fait un one more thing. En fait, je me suis amusé. Je vais le lancer quand même. Je ne vous montre pas le code, mais vous pourrez aller voir. Je me suis inspiré. Il y a OpenAI qui a sorti un truc qui s'appelle Spawn, je crois. Et pour faire des agents. Et du coup, c'est Sarah Connor qui discute avec le T800 ou le T1000, je ne sais plus, et pour partir en week-end. Alors, la démo de Sebi tout à l'heure en clôture sera nettement plus spectaculaire que la mienne. Hein, mais j'étais un peu jaloux, donc je me suis dit, je veux faire pareil. Alors, normalement, je la faisais avec 2 pi. On va voir si ça marche. Sinon, on passera à la conclusion. Mais voilà. Donc, elle discute avec le modèle 101, ça, c'était pas prévu. Normalement, c'était le modèle 1000. Voilà. Mais ils se parlent entre eux. Donc là, ils vont faire 5-6 messages. Mais des fois, ils disent des trucs assez hallucinants, quoi. Ils étaient d'accord pour aller se boire un verre au troquet du coin. Là, ils sont plus camping, en fait, dans les montagnes. Mais celle-là, je l'ai faite il y a juste là, quand j'ai vu l'annonce de Seb. J'étais jaloux, je me suis dit, je veux faire pareil.
Donc, j'ai pas eu le temps de la travailler plus. Normalement, ils ont fini de discuter bientôt. Là, la dernière fois, ils ne parlaient pas de Las Vegas, par exemple. Alors, par contre, le temps de réponse augmente, c'est parce qu'en fait, je garde tous les messages en mémoire pour que la conversation il y a un suivi dans la conversation. Donc, au bout d'un moment, là, le pitch, je pense que si je lui fais faire plus de messages, il meurt. Ouais, mais bon, voilà. Après, fin de la conversation, donc ça tombe bien. Celle-là, c'était au cas où, si j'avais parlé trop vite, je m'étais dit, je vous montre le code et tout ça, mais là, j'ai pas trop le temps. On va passer à la conclusion. Donc, alors, la conclusion principale, c'est que vous pouvez vraiment faire du GenAI sans GPU. Après, il faut des petits efforts pour canaliser le modèle. Vous avez vu qu'il ne fait pas toujours ce que je veux. Il y a des améliorations possibles, notamment sur la gestion de la mémoire conversationnelle. Je pourrais utiliser du RAG, faire quelque chose pour éviter d'empiler les messages, ou faire plus simple, je garde que les 2 derniers messages, mais ça fait une mémoire très courte. Pour le RAG, on peut l'améliorer en faisant des embeddings contextuels, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous calculez les embeddings d'un chunk, vous demandez à un autre modèle par rapport à l'entièreté du document de décrire le contexte et vous lui rajoutez ça dedans. Ça améliore vachement la recherche. Mais là, sur le PI, ça aurait fait trop de contenu et je pense qu'il peut canner. Il y a eu une étude, comment ça s'appelle, Southworks, qui parle justement des petits modèles. Arrête de rire quand je parle en anglais, s'il te plaît. J'ai cette liste, donc je gère une liste sur les petits modèles qui tournent sur Ollama. Ne jetez pas vos Pi 4, ça marche aussi sur un Pi 4. Moins vite, mais ça marche. Mon prochain side project, c'est pour le Snowcamp. Je vais partir un petit peu de ça, mais je vais créer un jeu de rôle en mode texte, type médiéval, qui va fonctionner avec Docker Compose et où il y aura des personnages non joueurs avec lesquels je pourrais, enfin le maître du jeu pourra discuter, enfin les joueurs pourront discuter, combattre ou des choses comme ça. Alors là, je fais le malin pour l'instant, mais c'est pas encore fait. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Est-ce que ça vous a intéressé ? Ah, ça, c'est sympa. N'hésitez pas sur le Open Feedback, c'est un truc que j'oublie tout le temps. Le GitHub est en dessous. Donc 4 en 3G, c'est mon handle sur GitHub. Et le nom du repo n'est pas dur, hein, c'est Sarah Connor at DevFest Toulouse 2024. Mais de toute façon, je pense que vous retrouverez. Merci.